Vous écoutez Inky et Pete se livre, et plus précisément, vous écoutez Les Auteurisses se livrent, une capsule mensuelle qui donne la parole à un auteur ou à une autrice. Je suis Mafalda Vidal, autrice et lectrice d'imaginaire, l'humaine de Inky et Pete, et ce mois-ci, c'est Mina Jacobson, autrice de multiples récits courts, dont Éparpillés sur la mer, publié aux éditions 1115, Cendres et poussière d'étoiles aux éditions La Volte, et Radiophonie, à paraître aux éditions Luftanger, qui se livre. Donc déjà, je voulais te remercier, Mina, d'accepter de faire cette interview avec moi, de te prêter au jeu de l'interview. Avec plaisir. Je voulais commencer par une présentation de ta personne. Donc, est-ce qu'on peut dire que tu es psychologue le jour et écrivaine la nuit? On peut. Je suis psychologue de métier et disons que c'est ça qui ramène de l'argent à la maison. Et c'est ça qui prend peut-être le plus de mon temps quand même. Et je suis écrivain sur tous les temps entre les interstices. Donc c'est parfois la nuit. C'est vrai qu'en plus je suis quelqu'un qui écrit plutôt le soir. Je sais que j'en ai parlé avec d'autres auteurs complètement fous qui se lèvent à 6 heures du matin pour écrire avant leur journée. Je trouve ça complètement inenvisageable. Moi, c'est plutôt en journée et surtout le soir quand il n'y a plus rien d'autre à faire. Donc peut-être pas la nuit très tard parce que j'ai d'autres obligations qui font que je peux pas me permettre de me coucher à 2 heures du matin, mais oui, je suis plus écrivain le soir que la journée. Ça marche. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose dans ta présentation? Est-ce que tu penses que c'est important qu'on sache autre chose? Je peux rajouter que peut-être j'ai été écrivain avant d'être psychologue finalement. En tout cas, j'ai été écrivante et quelqu'un qui écrit depuis... j'ai commencé quand j'avais 13 ans, donc en fait, ça fait partie de ma vie depuis bien plus longtemps que mon métier actuel de psychologue, que j'aime beaucoup, mais qui est arrivé plus tard et qui est finalement... ça a nourri mon écriture, mais c'est, je trouve aussi dans l'autre sens, le fait d'avoir été quelqu'un qui écrit et d'écrire de la fiction et de raconter des histoires, ça a probablement nourri qui je suis en tant que personne, qui je suis en tant qu'adulte, et aussi qui je suis en tant que professionnelle auprès de mes patients. Je pense que ça me donne une forme d'écoute un petit peu décalée, peut-être d'autres psychologues qui ne sont pas écrivains, qui ont d'autres approches, etc. Voilà. Bah, c'est certain, je pense. La fiction, donne, des lunettes très particulières, quand même pour voir la réalité et donc forcément te donne des oreilles aussi pour écouter les histoires des gens. Oui, et puis j'ai un métier où les gens me racontent leurs histoires, ce que je trouve quand même assez fabuleux. Alors ils les racontent rarement dans l'ordre chronologique comme on pourrait le lire dans un récit, quoique. Et ils le racontent de plein de formes différentes et avec toute leur subjectivité, mais c'est vraiment oui, c'est un métier où on entend de tas d'histoires, les histoires des patients, mais aussi les histoires que eux-mêmes ils ont dans leur vie. C'est-à-dire que, en fait, quand on raconte sa propre vie, on raconte les histoires des autres. On raconte l'histoire de ses parents, l'histoire de ses frères et sœurs, de ses amis, et on combine toutes ces histoires pour raconter sa propre histoire. Et je trouve que c'est joli, ça fait une espèce de mise en abîme, des histoires entremêlées. Et le fait de moi-même en écrire, et parfois ça résonne entre les patients que je reçois qui racontent des choses, et c'est curieux comme ça résonne avec ce que je suis en train d'écrire moi-même en ce moment, ou ce que j'ai lu, parce que je suis aussi, comme tous les auteurs, lectrice, et donc tout ça s'entremêle, je trouve ça chouette finalement, tout ça. Bah, oui, c'est génial, c'est génial. Cette interview, elle va se dérouler un petit peu comme, la lecture d'un livre, justement. Tous les livres commencent par un incipit, un début et du coup, je voulais te poser des questions, sur tes incipits à toi, mais aussi les incipits des autres. Et donc ma première question, c'est quel est le premier incipit qui t'a marqué? Eh bien, c'est une question que je trouve compliquée, parce que j'essaie d'y réfléchir un petit peu en amont de l'interview, et en fait, impossible de me rappeler du moindre incipit de livre. Je me rappelle des premières pages, mais incipit, c'est quand même, en théorie, plutôt les premières lignes. Et alors si on le prend au sens strict, première ligne, j'ai aucun souvenir d'aucun texte que j'ai lu dont les premières lignes m'ont marqué. Contrairement aux excipits, mais enfin, j'en parlerai plus tard parce que dans l'ordre de l'interview, ça arrivera plus tard. Tout à fait. Mais les excipits me marquent bien plus parce que c'est le moment où on sort du livre, et je pense que c'est le moment de la séparation, et celui-là, ce moment-là me marque plus. Mais la rencontre, l'incipit pur, finalement, j'en ai pas beaucoup de traces. J'ai des traces des premières pages. J'ai beaucoup aimé certains romans dont je me souviens du premier chapitre comme un moment de «Ah, je rentre dans ce texte, je sens que ça va me plaire». Un des romans que j'ai lu il y a pas si longtemps, c'était Déraciné de Naomi Novik.
et j'aime beaucoup cette autrice depuis que je l'ai découverte et notamment, je me souviens que ce bouquin c'est le premier que j'ai lu d'elle et le premier chapitre m'a attrapée. Je savais en lisant le premier chapitre, les premières pages que bon, j'allais lire le bouquin, j'allais pas l'abandonner en chemin comme je fais pour plein de livres qui m'ennuient et celui-là, j'allais aller au bout. Mais voilà, incipit pur, pour répondre précisément à la question, je n'ai aucun souvenir d'aucun. Enfin, c'est tragique, mais c'est comme ça. Bah non, mais c'est parfait. C'est parfait. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que tu te souviens de ton premier incipit? Ouais, alors, il est un peu particulier. Donc j'ai commencé à écrire très tôt, ce que je disais tout à l'heure, j'avais 13 ans et j'ai commencé à écrire parce que bon, il y a certainement plein de raisons, mais l'anecdote, en tout cas, ce qui s'est passé concrètement, c'est que je suis partie en vacances avec mes parents. On est allés, faire une visite des châteaux de la Loire. C'était très chouette. J'avais donc oui, bah, 13 ans et on avait beaucoup de trajets en voiture entre les déplacements. À l'époque, j'avais pas de téléphone, j'avais juste mes livres pour m'occuper pendant les temps, où je m'ennuyais. Sauf que je suis quelqu'un qui ne peut pas lire en voiture. J'ai jamais pu, ça a toujours été impossible. Je suis malade à en mourir. Donc impossible d'ouvrir un livre, des heures de voiture à m'ennuyer, donc j'étais beaucoup dans ma tête à retracer et refaire les histoires des livres que j'étais en train de lire ou que j'avais lus, que j'aimais bien. Je lisais beaucoup, je la Quête des Winans, par exemple, à l'époque, de Pierre Bottero. C'est une de mes grandes références. Je dis à tout le monde que c'est fabuleux. En plus, je l'ai pas relu C'est adulte, mais je fabuleux. suis sûre que ça a pas vieilli, mais oui, c'est fabuleux. Donc voilà, j'avais ces histoires en tête et puis en fait, comme je les avais lues, je tournais un peu en rond sur des histoires qui étaient déjà, finies et que j'avais déjà, voilà, traversées et il y a eu un truc qui s'est passé de magique, c'est que je me suis dit: «Mais en fait, je peux inventer mes propres histoires. Bon, allons-y» et donc dans ma tête se déroule pendant tous ces trajets de voiture une nouvelle histoire qui était en fait une combinaison. C'est du plagiat, mais enfin, comme tous les débuts, je me pense, d'écriture, on plagie ce qu'on aime. Donc j'ai plagié tous les livres que j'aimais, j'en ai fait une espèce de mash-up et dans ma tête, ça tournait en boucle cette histoire et sauf que, voilà, une semaine de vacances, j'avais pas une feuille, pas un crayon, pas un ordi, rien pour poser trace de cette histoire-là et donc pendant une semaine, comme j'avais pour projet d'écrire un livre à partir du moment où j'avais réalisé que je pouvais écrire des histoires, je me tourne en boucle ce premier paragraphe pour pas l'oublier. Parce qu'il fallait surtout pas que quand je rentre à la maison, j'oublie, ce que j'avais bossé quoi, j'avais travaillé et donc j'avais tout un premier paragraphe d'un personnage qui arrive sur, une falaise, sur un gros rocher dans la forêt qui contemple l'horizon. C'est une scène un peu de contemplation, et je me rappelle plus aujourd'hui des phrases exactes, mais je me rappelle quasiment de la sensation du paragraphe et je le relirai pas parce qu'à mon avis, il est abominable. Mais je l'ai écrit quand je suis rentrée chez moi. Après, j'ai écrit ce truc-là et j'ai mis un an, mais en un an, j'ai écrit le roman que j'avais rêvé pendant cette semaine de vacances. C'était le tout début de l'écriture de fiction pour moi. Trop bien, il s'appelle comment ce roman? Tu te souviens? Il s'appelle La Porte d'Oloma parce que c'était un isekai, en fait. C'était un récit d'une jeune fille qui s'enfuit de son orphelinat, qui traverse, à travers un arbre, elle passe dans une autre, dimension, un autre monde et elle vit des tas de voyages et des tas d'aventures, et le Oloma, ça devait être le nom de cet autre, univers. Bon, c'est très inspiré de La Quête des Willan, hein, quand même, ça c'est assez évident. Voilà. Premier roman. Bah, c'est quand même très, très chouette. Oui, ça m'a appris plein de choses. J'ai appris, énormément, à écrire ce truc-là et puis je trouve que l'avantage d'avoir écrit jeune, parce que pour le coup, j'en ai parlé avec des auteurs qui ont écrit plus tard, qui ont commencé plus tard, c'est que j'avais pas tout un tas d'empêchements, et d'autocensure qu'on peut avoir quand on est plus âgé et qu'on a un peu un regard critique sur ce qu'on fait. Moi, j'écrivais, avec du plaisir pur de je sors cette histoire de ma tête, je me rendais pas compte que c'était mal écrit et c'était pas grave et c'est devenu grave plus tard, mais à l'époque, ça l'était pas du tout. J'étais à fond et je j'ai tyrannisé mes parents à qui j'ai fait lire, chapitre après chapitre, jusqu'à ce que ma mère me dise: «Quand même, tu bien gentil, mais est-ce que tu pourrais pas attendre d'avoir écrit une dizaine de chapitres avant de nous faire lire que voilà, on lise pas tous les jours un truc?» Donc voilà, progressivement, j'ai un peu mis de distance avec ça, mais au début, je les faisais lire tous les soirs, j'écrivais trois pages par jour, un truc comme ça, donc ça allait vite, quoi. Bon, c'était un peu boulimique comme écriture, mais c'était les débuts. Voilà. Non, bah, trop bien, trop, trop bien. Et quand tu commences une histoire, comment ça se passe? Est-ce que ça commence par une envie, une idée, un thème, une ambiance, un personnage ou bien est-ce que ça dépend complètement du projet? Ces dernières années, j'ai pas mal répondu à des appels à texte. Donc il y a un cadre externe qui se rajoute au processus d'écriture qui m'a bien aidée et donc il est arrivé fréquemment que ce soit ce cadre externe qui détermine un peu le début de l'histoire, c'est-à-dire, le thème imposé pour l'appel à texte va être mon début de réflexion et je vais construire à partir de là, où il y a aussi la question de la taille.
Quand je réponds à un appel à texte pour un texte de 60 000 signes, c'est pas la même chose que pour 20 000 signes ou pour une novella, etc. Donc ça, c'est la première chose. Après, de plus en plus, je me représente l'écriture comme un processus de, comment dire ça? Où je cherche à entrer dans l'histoire et je sais pas par quel moyen je vais y arriver et donc je teste des tas de trucs et je sais pas si je vais rentrer par la porte, par la fenêtre, par la cheminée. Donc en gros, je sais pas si je vais écrire à la première, deuxième ou troisième personne du singulier, du pluriel, si je vais écrire au présent, au passé, si je vais écrire dans l'ordre chronologique ou pas, si je vais écrire, en prenant le personnage, central de l'action ou le personnage qui est à côté, quel type de personnage et cetera. Et je suis quelqu'un qui découvre l'histoire au fur et à mesure. Je planifie très peu. Ce qui fait que la détermination de la forme, souvent, va permettre de modeler ensuite l'histoire. C'est pas, j'ai une histoire en tête et comment la raconter, c'est, je cherche une forme, une fois que j'ai une forme et ben, l'histoire va se dérouler toute seule et je vais la trouver en chemin. J'ai vraiment l'impression de la trouver, elle préexiste presque l'écriture. Je sais pas si c'est extrêmement clair. Ben, si, ça me fait penser à l'image du tailleur ou du sculpteur qui est persuadé en fait que ce qu'il sculpte, ce qu'il crée, ça existait avant qu'il commence à sculpter et ça se découvre en fait au fur et à mesure de son travail. Oui, moi je me suis représenté ça, souvent comme si j'allais faire, de l'archéologie quoi. Mmh. J'allais retrouver des vestiges d'une histoire qui était déjà là avant, qui n'est plus visible, donc je cherche à la rendre visible, donc jardinage et cetera. Mais au fond, elle était là avant moi et c'est pas tout à fait honnête parce que la vérité, c'est que ça vient de ma tête, ça vient de moi, ça c'est moi qui l'ai créé. Mais ça me fait cet effet-là en l'écrivant. Ça me fait l'effet de découvrir quelque chose dont je n'avais plus souvenir ou comme si je l'avais créé en arrière-plan et que voilà, inconsciemment, il y avait eu le boulot a été fait et puis consciemment, il faut quand même que je repasse par tout ça et que je redécouvre l'histoire. 2 processus, combinés. Mais voilà, inconsciemment en tout cas, les histoires, elles nous arrivent d'abord par là, je pense et ensuite Mmh. elles émergent, et je pense que c'est le cas même pour les plus grands architectes, parmi les auteurs. C'est juste Tout que, à voilà, fait. le Mmh. processus prend un peu une forme différente, mais finalement, ça doit être quand même globalement similaire. Mmh mh. Tout à l'heure là, tu viens juste de parler des contraintes de taille et de texte. Est-ce que tu sais dès le début que ça va être un texte court ou un texte long? Donc la réponse, c'est oui, puisque si tu fonctionnes avec des appels à texte. Mais comment est-ce que tu sais au début de la création de l'histoire que ça va être un texte court? Ou est-ce qu'il y a un moment où tu te dis: «Oh là là, mais c'est en train de partir, ça finalement ça va être un texte long»? Ça m'est pas arrivé souvent d'être surprise par la taille du texte. La plupart du temps, je sais que ça va faire à peu près telle taille et je pense que je calibre dans ma tête, le la place que je donne au personnage, la place que je donne à l'exposition et aux différentes scènes. C'est arrivé une seule fois que je commencerai un texte en me disant: «Tiens, ça va je vais répondre à cet appel à texte». C'était SF et musique que l'Ivresse avait proposé à l'époque et je commence à écrire la nouvelle et en fait, je la trouve, je sais pas, je tombe, amoureuse de mon histoire, enfin un truc, ça m'arrive pas toujours et j'aime vraiment cette histoire et je me dis: «En fait, j'ai envie de prendre plus de place» et donc je fais un virage, à mi-chemin dans le texte et je commence à l'étaler davantage et ça s'est transformé en novella, qui doit faire aujourd'hui, 150 000 signes, quelque chose comme ça. Donc c'est beaucoup plus gros Mmh. que ce que j'avais prévu. J'avais prévu d'en écrire 50 000 signes et ça en fait 150 finalement. Mais c'est, assez, exceptionnel par rapport à mon processus d'écriture habituel. C'est là, pour le coup, j'étais surprise, de la taille que ça a pris. C'est une bonne surprise? Oui, j'étais contente. Ouais, 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 je suis très contente du texte. Il est en travail chez une éditrice et j'ai bon espoir qu'il voit le jour un jour, quelque part, dont je ne dirai pas le nom. Mais voilà, j'ai bon espoir qu'en plus ça en valait la peine de faire ce choix-là, parce que c'est un texte qui me tenait à cœur, pour plein de raisons, et que ça aurait été dommage de le réduire à une nouvelle, alors que j'avais clairement envie ou besoin d'en faire plus. Et on va rester sur le format court, puisque là, en ce moment, tu sors une nouvelle dans la nouvelle collection des éditions Luftinger, qui est la collection Flash Fiction. Et du coup, je voulais te demander, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui te plaît dans le format court? J'aime beaucoup alors, c'est un truc que disent beaucoup d'auteurs, donc je me retrouve beaucoup là-dedans, c'est que on peut expérimenter tout un tas de choses. On peut en quelques pages, tester des choses qu'on n'a jamais testées avant. Par exemple, pour l'écriture à la 2e personne, c'est quelque chose que j'ai très peu fait et je l'ai fait, pour la première fois dans le match d'écriture, d'Étranges Grandes, donc de l'année dernière, où on a participé toutes les 2.
Et spontanément, je me suis mise à écrire tu, parce que c'était plus simple d'adresser mon texte. Il fallait écrire vite. Pour le match d'écriture, c'est quand même. Moi, j'avais 1h45. Mais du coup, c'était extrêmement court. Moi, j'écris pas d'habitude en 1h45. Enfin, je sais pas qui fait ça d'habitude hors match d'écriture, mais enfin bon. Personne, personne. Voilà. Personne n'est assez fou pour faire ça. Mais là, il fallait bien, parce que quelqu'un m'avait traîné de force à ce match d'écriture. Et donc, Je me demande qui. oui, moi aussi. Je sais plus. Heureusement qu'on se rappelle pas de ce genre de choses. Et j'écris tu, spontanément. Et puis ça m'amuse bien finalement d'écrire ce texte. Et donc dans la foulée, j'ai écrit une nouvelle. Dans la semaine qui a suivi, j'ai commencé un autre texte à la forme tu. Et voilà, comme c'était une nouvelle, le niveau d'engagement, d'investissement n'était pas énorme parce que ça prend pas 50 ans d'écrire une nouvelle. Moi, je mets environ, j'ai mis un mois à l'écrire. Et ça m'a permis de tester quelque chose que j'avais jamais testé, d'écrire sous cette forme-là. Et je suis assez contente du résultat. Et c'est la nouvelle qui paraît là. Officiellement, ça sort le 30 octobre chez Bifrost. Donc c'est ma toute dernière sortie. Là, c'est pas encore sorti pendant l'interview actuelle, mais je pense que le temps que l'interview sorte, ça sera officiellement sorti. Yes. Et donc c'était un texte à la deuxième personne. Et il y a eu d'autres textes comme ça où j'ai testé des choses. Le texte qui sort chez Luftanger en janvier, donc qui inaugure la collection Flash Fiction. C'est un texte aussi où j'ai testé des choses avec des... bon, alors on peut pas trop spoiler, mais ça s'appelle radiophonie, donc on peut quand même au moins dire que il y a quand même des moments où c'est la radio qui parle, et ça me permettait de rajouter d'autres voix en parallèle de la narration principale. Et ça, c'est des choses que j'aime bien faire et que peut-être je m'autoriserai moins à faire dans un roman ou dans un texte plus long parce que l'engagement, du coup, est plus long sur la durée. On va rentrer maintenant dans le gras du livre et on va parler de ton écriture en général. Je voulais savoir, pendant l'écriture, est-ce que tu as un moment préféré et un moment que tu détestes? Ou peut-être pas détester, mais que tu redoutes? Alors, pour citer des amis à moi à qui je donne raison souvent, écrire c'est nul. Et écrire c'est souvent nul et pénible. Et je sais qu'on en a déjà parlé et que tu n'es pas forcément de cet avis, mais Pas du tout. ouais, voilà. Bon, écrire c'est quand même un peu nul souvent et à plein d'étapes. Et il y a plein d'étapes que j'aime pas. Et en même temps que, si je suis entièrement honnête, il y a plein d'étapes que j'aime bien aussi en même temps que je les aime pas. C'est-à-dire qu'il y a du plaisir et de la souffrance entremêlés à chaque partie du processus. J'aime bien avoir les idées d'histoire en tête au début, quand elles ne font qu'exister dans ma tête, et en même temps que c'est angoissant. Est-ce que je vais réussir à l'écrire? Est-ce que ça va être à la hauteur de ce que j'ai dans mon imaginaire et qui pour l'instant est tout beau, tout protégé? Et quand ça va sortir, quand il va y avoir l'inévitable décalage entre mon imaginaire et la réalité du texte sur le papier, est-ce que ça va pas me faire souffrir de voir à quel point c'est différent? Il faut renoncer à la perfection pour accepter le texte tel qu'il est, avec ses imperfections, ses loupés, mais aussi ses moments de justesse. Et donc tout ce processus-là est quand même assez pénible pour plein de raisons, en même temps qu'il est plaisant pour plein de raisons. Et voilà, les corrections, c'est pareil. Les corrections, c'est à la fois de la souffrance extrême quand on trouve un commentaire de bêta lecture dans son texte et qu'on se dit: «Oh là là, mais je vais jamais réussir à corriger ça», et en plus la bêta lectrice, elle a raison. Ça, c'est vraiment le pire. Si au moins la bêta lectrice ou le bêta lecteur avait dit n'importe quoi, au moins, c'est facile, on passe à la suite. Mais non, des fois les bêta lecteurs, ils ont raison et des fois ils disent des trucs hyper justes sur le texte et après il faut s'en débrouiller, faut trouver des solutions, enfin voilà, c'est très pénible. Je suis en pleine, correction d'un de mes textes qui a été bêta lu et donc je suis dans ces problématiques-là pile, cette semaine. Après, il y a l'étape suivante, si tout va bien de publication et cetera, donc il y a l'angoisse de: «Est-ce que les gens vont aimer?» et cetera. Bon, je vais pas faire la liste de toutes les étapes et de toutes les souffrances qu'il peut y avoir. Mais s'il y a un truc qui me plaît vraiment, c'est marrant parce que c'est vraiment hors écriture, c'est les rencontres qu'on fait via l'écriture. Ça, c'est un truc qui est vraiment purement chouette, qui n'est pas teinté de souffrance ou de douleur pour le coup. C'est, quand on va en salon et qu'on rencontre d'autres auteurs, quand on peut parler de ce qu'on a écrit et surtout de ce que les autres ont écrit. Là, c'est sympa parce que ça devient vivant et ça fait des rencontres. Bon, tout le reste, 50-50 quoi. Ça marche, je suis tout à fait d'accord avec toi, le côté, rencontre quand le texte est écrit et puis qu'il vit sa vie et qu'à côté, bah, nous aussi on vit notre vie Mmh. en fait. Le parallélisme qui existe entre ces 2 vies-là et finalement, qui se nourrit les uns des autres parce que alors le livre, on est d'accord, il va pas grandir une fois qu'il a été publié, mais c'est les suivants qui seront nourris par tout ce qu'on bah, par tout ce qu'on échange et par tout ce qu'on partage avec les autres. Le livre, il continue même à exister, je trouve, et à grandir une fois qu'il est sorti parce que en fait, c'est toujours un peu étrange, mais quand les gens viennent te raconter ce qu'ils ont lu dans ton texte et que
c'est pas tout à fait ce que toi t'avais pensé écrire, mais que c'est pas faux pour autant, et ils ont trouvé autre chose que tu pensais pas avoir mis et que eux ont mis dans ton texte finalement. Je trouve que c'est génial parce que ça, c'est vraiment le moment où le texte, lui, en effet, il continue à grandir à sa façon. Oui, c'est vrai. Parce qu'il continue à inventer d'autres histoires, les histoires des autres, etc. Et ça, mais ça, c'est vraiment surprenant parce que c'est au-delà de notre contrôle. Enfin, ça dépasse ce que nous, on peut gérer et contrôler et anticiper. Et c'est là où c'est vraiment, quel est le mot? Surprenant? C'est vraiment, ah, je sais pas le mot. C'est magique. C'est ouais, On peut voilà, dire que c'est magique. exactement. C'est magique. C'est ça. Génération de paillettes spontanées dans les yeux et la lecture des lecteurs. Voilà. Exactement, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu cherches à glisser sciemment dans chacun de tes écrits? Ça peut être un truc assez profond, un message, un thème. Tu parles régulièrement de l'écologie, du voyage, de l'autre, de la famille aussi. Est-ce que c'est une intention qui est consciente ou bien est-ce que c'est une manifestation spontanée? On est plus de l'ordre de la manifestation spontanée, non anticipée. Ces thèmes-là reviennent souvent, mais je les anticipe pas forcément des masses. En même temps que je sais que ça m'intéresse, je sais que je suis très intéressée par la question du lien social, et de comment le lien à l'autre donne du sens à l'existence. Et en fait, souvent face à des difficultés extérieures de type réchauffement climatique ou des dérèglements climatiques, ça c'est assez fréquent que ça revienne dans mes textes. Et sur une forme plus extrême, il y a un truc qui revient souvent dans mes textes, c'est la grande fin du monde. Ça prend plein de formes différentes, mais il y a systématiquement, allez, systématiquement, c'est un peu déjà, il y a souvent des fins du monde. Bon, moi, je pense que c'est des fins du monde qui permettent des nouveaux mondes après, sauf dans certains cas. Mais il y a quand même cette notion-là qui revient souvent. Après, plus consciemment, j'ai tendance à faire revenir des choses. Il y a des motifs qui reviennent que je repère après coup, mais je pense que je le fais un peu volontairement quand même. C'est par exemple, je mets beaucoup d'animaux dans mes textes. Il y a souvent au moins une ou deux figures animales qui reviennent. Alors, le texte de Luftanger dont on parlait tout à l'heure, c'est assez évident. Il y a la baleine qui est sur la couverture. J'adore cette couverture. Donc, cette couverture rend hommage notamment à la baleine qui est très présente dans le texte. Mais j'ai d'autres textes plus pas dans d'autres univers où je fais souvent revenir des abeilles. Ça, c'est un motif récurrent. Il y a pas mal de renards qui se baladent, d'oiseaux. Et ils sont pas forcément acteurs dans l'histoire au sens premier du terme, mais ils font partie du décor. Ouais, je me rends compte que j'ai besoin d'avoir ces petits éléments familiers pour écrire une histoire, comme si ça faisait partie d'un truc un peu en filigrane dans tous les textes qui se retrouvent, quoi. Et ouais, les abeilles et les oiseaux sont assez fréquents. Est-ce que tu as un truc un peu plus léger, par exemple un jeu de mots, un mot spécifique que tu veux rajouter, ou une couleur, un lieu ou quelque chose comme ça? Alors, éparpillé revient souvent. OK. Depuis éparpillé sur la mer, c'est rigolo, parce que je me suis rendu compte que j'ai tendance à mettre ce mot-là assez régulièrement. Il y a des mots comme ça, myriade aussi. Myriade, je sais pas pourquoi je trouve ce mot génial. Alors j'ai tendance à le mettre dans chacun de mes textes. C'est pourtant pas un mot trop commun, donc il vaut mieux pas le mettre 3 fois dans le texte. Mais je crois qu'il doit revenir quasiment une fois par texte. Et je me suis rendu compte, donc il y a pas si longtemps, que revient souvent la notion et le mot douceur dans mes textes. Et en fait, en y réfléchissant un peu, je me rends compte que j'écris de plus en plus des personnages qui ont une certaine douceur les uns avec les autres. Il se passe des tas de choses, il y a du conflit évidemment, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Mais j'ai tendance à aller vers des récits où mes personnages s'accordent une certaine bienveillance les uns aux autres, et il y a de la douceur dans leur façon d'aborder le monde et de s'aborder les uns les autres, s'aborder, de s'approcher, d'être au contact les uns avec les autres. Et j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui revient de plus en plus et que ça dit quelque chose de l'importance que ça a pour moi, probablement. Cette douceur dans le contact humain, dans l'approche qu'on a de l'autre. Parce qu'après tout, on ne sait pas ce que vit l'autre, quand bien même on ne le comprend pas. On peut au moins lui accorder une certaine bienveillance à la première rencontre, voilà, au premier contact. Et puis même après, au-delà de la première rencontre. Et ça, probablement que c'est quand même très
très en lien avec mon travail, mais aussi, je pense, avec qui je suis et ce que j'ai découvert moi en devenant adulte, en grandissant, en ayant mon fils aussi. Et je pense que, voilà, je trouve que c'est un mot qui revient et qui en dit long sur mon processus et d'écriture et de mon processus d'être vivant, d'être humain. Le pouvoir de la gentillesse. Super pouvoir. Ouais, mais c'est très sous-coté, mais c'est hyper important. Enfin, je trouve qu'on Absolument. aurait beaucoup à gagner à être plus gentils les uns avec les autres et vraiment gentils au sens, noble du terme, hein, pas gentil bête, mais gentil avec intelligence Tout à et fait. donc avec douceur. C'est très beau. Voilà. Pendant les corrections, est-ce qu'il y a un mot ou un tic qui revient tout le temps et où tu te dis: «Mais pourquoi je dis comme ça?» Non, enfin oui, à chaque correction son tic, mais le tic évolue parce que c'est pas marrant sinon. Donc non, en général, d'une correction à l'autre, je corrige le tic précédent et je m'en trouve un nouveau. Il y a des textes où je mettais «alors» constamment, je sais pas pourquoi. Donc il a fallu supprimer plein de «alors». Il y a des textes où il y avait beaucoup trop d'adverbes. Il y a des textes où je ne sais pas pourquoi je fais un nombre de fautes, d'accords, qui est démesuré par rapport à ce que j'écris d'habitude et voilà, c'est assez exaspérant. Là, le dernier texte que j'ai écrit, que je suis en train de corriger, qui a été bêta lu donc, mes bêta lectrices m'ont toutes fait remarquer que je mettais un S au poil. Le mot poil revient souvent parce que c'est un texte où il y a des animaux pour le coup, qui sont assez importants dans l'histoire et je mettais des S partout à tous les poils, quand bien même la phrase c'était «un poil». Le poil était Voilà, seul. le poil était seul, mais visiblement pour moi les poils ils sont au pluriel. Donc c'était une faute, qui revient dans tout le texte, enfin bon. C'était rigolo finalement, après coup, mais sur le moment c'était exaspérant, de me rendre compte que je m'étais plantée, quasiment à chaque fois que j'avais écrit le mot. Bon voilà. Au prochain texte, ça sera autre chose, hein, ça sera je sais pas ce que ça sera. C'est très rigolo de penser aux tics, comme des Pokémon finalement qui évoluent, d'un texte à l'autre. Ouais, heureusement, ils grandissent pas trop. Enfin, que les Pokémon évoluent dans le sens où normalement ils sont de plus en plus forts. J'espère que c'est pas de cet ordre-là. Moi je pensais plus aux tiques, vraiment en plus aux animaux, les tiques qui sont des Mmh. petites bestioles là, qui sont des saletés de parasites, et qui, se déplacent d'hôte en hôte. Donc à chaque fois, elles viennent se nourrir, différemment. Bon bah, voilà, c'est vraiment, les tiques d'écriture, c'est purement ça, hein. Et heureusement, les tiques ne deviennent pas trop grosses et ne deviennent pas des cafards ou je ne sais quelles horreurs. Et puis on est tous équipés en tant qu'auteurs et autrices, de tire-tic, n'est-ce pas? Très, très Bien important. sûr. Essentiel. Dans notre podcast Inky et Pete se livrent, nous on adore la lecture à voix haute. Est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques avant, pendant, après l'écriture? Peu fréquemment. Parfois, il m'arrive de relire des passages quand vraiment, je suis d'humeur ou je suis bloquée ou j'ai besoin, mais assez peu. Je suis beaucoup dans ma tête quand j'écris, je mets de la musique et je suis dans une espèce d'ambiance. Mais récemment, cette année, j'ai écrit une adaptation, théâtrale d'une de mes nouvelles et donc je me suis retrouvée à écrire du théâtre pour la première fois et là, c'était autre chose. Le processus, pouvait pas être le même et donc j'ai beaucoup relu, relu, les dialogues, que j'écrivais pour, essayer d'entendre leur oralité. Ça reste encore très écrit et il y a encore du travail à faire dessus, mais une partie déjà a été bossée comme ça, et du coup, c'était intéressant parce que j'avais jamais fait vraiment sous cette forme-là le travail, d'écriture. Mais pour le coup, c'était lié au fait que le format va être très différent. Sa destination à ce texte, c'est pas d'être lu par un lecteur tout seul dans son coin, c'est d'être, parlé par un comédien. Donc oui, l'écriture peut pas être la même, nécessairement. Et est-ce que là, dans ce contexte-là, tu travailles avec un metteur en scène? Parce que le texte, il est destiné à être oralisé, mais il est aussi destiné à être joué. Oui, bah, ce projet, il est né d'une rencontre, avec une metteuse en scène. Un ami commun nous a fait nous rencontrer et elle cherchait des pièces de science-fiction à monter. Moi, je rêvais un peu que l'un de mes textes, un jour, puisse être adapté au théâtre et donc on a discuté. Je lui ai proposé ma nouvelle qui est publiée dans le recueil, Demain la ville, quartier libre, chez La Volte. Et elle a bien aimé le texte, on en a parlé et je lui ai proposé, ensuite, quelques mois plus tard, une écriture, théâtrale de cette nouvelle. Donc c'est pas la nouvelle en elle-même, c'est vraiment une réécriture complète, mais en gardant l'histoire, et en prenant dans un moment de l'histoire, en la faisant sous forme de pièce de théâtre. Et là, on en est à on a retravaillé le texte ensemble plusieurs fois et on a fait passer des auditions. On a, 3 comédiens, qu'on a trouvés pour les 3 rôles,
de cette pièce. Enfin, c'est très, très chouette. Ça s'annonce vraiment, super. Les auditions, c'était vraiment, des auditions incroyables. Il y avait plein de gens, extrêmement doués et c'était extrêmement dur de choisir parce qu'il fallait choisir, seulement 3 comédiens. Mais je pense qu'on a fait des super choix. Enfin voilà, on est hyper enthousiastes et là on va retravailler encore le texte, en écriture plateau. Alors moi, je découvert ce que ça voulait dire écriture plateau, mais donc en gros, on va le jouer. Enfin, eux le vont jouer, hein, parce que moi je vais pas jouer et le but, c'est d'utiliser un peu d'impro et de voir un peu ce que ça donne, quand les comédiens s'emparent de leurs personnages et les font parler et d'adapter ensuite le texte à leur façon de parler eux, pour que ça s'ajuste le plus précisément possible et je pense qu'à l'issue de ce travail-là, donc qu'on a planifié en novembre, on devrait avoir un texte, plus ou moins final quand même et ensuite on va se lancer dans la question de, chercher des théâtres, des partenariats et cetera. Et Lisa, donc la metteuse en scène, Lisa Bretzner, elle a déjà plein d'idées de mise en scène dont on a discuté. Ça a l'air, enfin, ça va être très chouette. Voilà. Je peux pas en dire plus parce que pour l'instant, c'est pas encore très concret la suite, mais ça va être très chouette. Non, mais trop bien, c'est un projet qui a l'air, ouais, effectivement, incroyable et formidable. Bah, c'est très différent des projets d'écriture, je trouve, de publication classique tels que j'ai poursuivis pour l'instant, parce que ça m'a fait rencontrer plein de gens et puis le texte va être vivant, donc il va être amené à être vu et discuté. Enfin, tout est beaucoup plus en mouvement, alors Mmh. que l'écriture, plus classique dans laquelle, je m'inscrivais jusque-là, le but c'était d'aboutir à un texte, le plus carré possible et qui ne bougera pas de la page. Alors ça amène plein de rencontres quand même, parce que je me déplace en salon, parce que je fais en sorte que ça amène des rencontres, mais j'aurais pu aussi, publier depuis chez moi sans bouger de mon canapé et voilà, le texte aurait existé quand même. Là, le théâtre, c'est pas possible. Il faut sortir de chez soi pour qu'il se passe des choses et ça, c'est vraiment sympa. Je pense que c'est plus que sympa. C'est plus que sympa, c'est bah, encore une fois, ça doit être magique. Oui, tout à fait. Voilà, parce qu'on voit en temps réel finalement, ces retours lecteurs. C'est les acteurs qui réinterprètent le texte, à leur façon, qui improvisent sur le texte, qui prennent possession des personnages, qui incarnent tes personnages. Je pense que ça doit être très fort d'avoir imaginé ces personnages de façon très théorique finalement et de les voir en vrai devant toi se produire. Ça doit être assez fou. Ouais, c'était ça. C'était fou en audition. Tout n'était pas parfait. Il y avait plein de choses, voilà, à ajuster. On a donné quelques consignes pour leur proposer d'essayer plusieurs, façons de faire. Mais il y avait des moments où certains comédiens, ils avaient appris le texte en plus pour la plupart, donc c'était vraiment, c'était super. Et donc il y a des moments où ils se mettent à jouer et je vois, pour la première fois, sous mes yeux, mon personnage prendre vie. Complètement dingue. Ça la personne, la comédienne ou le comédien n'avait pas forcément la tête que j'avais imaginée, mais comme j'imagine pas forcément très visuellement mes personnages, c'est pas ça qui compte, c'est leur intensité, leur présence, leur façon de parler et il y a eu des moments où vraiment j'étais: «Ah ouais, ça c'est Tarine» et c'est un de mes personnages, c'est Tarine et il y a des moments où je l'ai vue et d'ailleurs celle qui a joué Tarine le plus justement, enfin l'une de celles, parce qu'il y en avait plusieurs qui étaient vraiment très, très bien, ça c'est donc il y en a une qu'on a choisie et je me rappelle de son audition. Je me rappelle d'avoir été prise par waouh! Je savais pas que j'allais la rencontrer aujourd'hui, mais je l'ai rencontrée, quoi et ça, c'est fou parce que c'était que dans ma tête jusque-là et je savais que ça allait prendre vie au bout d'un moment parce que c'était le projet quand même, on en parlait depuis quelques mois, mais ouais, là, pour le coup, il y a pas d'autre mot que magique. C'était vraiment incroyable et ce n'était que des auditions. Qu'est-ce que ça va être quand on va réussir à monter les pièces et que ça C'est sera ça. vraiment, ficelé? Mmh, Je voudrais que tu me réserves une place VIP, carrément. s'il te plaît. VIP, je sais même pas si on aura des places VIP, mais s'il y en a, ça sera pour toi. Super génial. On passe maintenant à la fin du livre, donc on passe à l'exquipit. Donc tu m'as déjà dit au début que toi les exquipits c'était très, très important. Mais avant de passer à la question, précise sur l'exquipit, qui t'obsède, je voulais savoir si, et donc j'ai déjà un peu la réponse, si tu connaissais déjà à peu près la fin de ton histoire quand tu commences à l'écrire? Donc la réponse est normalement non, puisque tu m'as dit que tu te laissais surprendre et que tu découvrais au fur et à mesure les choses. Sauf que, sauf qu'en fait, je sais la fin. Alors, comment comment, Il va falloir dire les m'expliquer. choses, voilà, pour que ça semble cohérent. Mais c'est un peu difficile à expliquer, mais en même temps, c'est comme ça que ça se présente. J'ai souvent la couleur, la teinte, la substance de la fin avant tout le reste et comme une direction dans laquelle je dois aller. Je sais pas qui va dire quoi, à quel moment, je sais pas exactement ce qui s'y passe, mais je sais
quelque chose d'une intuition de la fin à partir du moment où je vais commencer à écrire et où j'ai trouvé la forme par laquelle je veux écrire le texte. Tout le reste, tout ce qui est en chemin pour aller jusqu'à la fin m'est inconnu. Mais la fin, je sais à peu près. Et je le choisis pas. J'ai l'impression que là encore, c'est quelque chose qui me dépasse et que je dois aller dans cette direction-là. Et c'est ça qui guide toute l'écriture. C'est aussi probablement pour ça que je sais la taille que va prendre le texte et que je sais un certain nombre de choses sur le texte instinctivement. Parce que comme je sais où je vais, je sais à peu près la distance qui me reste pour y aller, quoi. La distance à parcourir. Et le dernier texte que j'ai écrit, c'était encore plus fort parce que j'avais la phrase. Là, c'est la première fois que ça m'arrive. J'avais la phrase de fin. Je savais ce que c'était, cette phrase, et je savais pas comment j'allais y arriver, mais je savais qu'il fallait que j'aille là. Et donc ça a pris à peu près 100 000 signes pour arriver jusqu'à cette fin. Et à la fin, ça s'est emboîté parfaitement parce que c'était ça qui était prévu depuis le début. Alors parfaitement, c'est un peu ambitieux. C'est emboîté, en tout cas. On travaille sur le parfaitement en ce moment. Mais oui, c'est un peu étrange comme processus, mais j'ai quand même un peu l'intuition. Je dirais que j'ai la couleur ou la teinte de la fin. Sa forme exacte, non, mais sa couleur, oui. On va dire que ça fait sens. Bah oui, ça fait tout à fait sens. Est-ce que les fins de nouvelles s'écrivent différemment des fins de romans? J'ai ma réponse en tant qu'autrice, mais je voudrais savoir, Mmh. pour toi, est-ce que c'est quelque chose que tu envisages de manière très différente et quelque chose que peut-être tu vas retravailler aussi, après avoir écrit le premier jet? Je crois que je les écris plus ou moins de la même façon, si ce n'est que plus le texte est long, plus je m'accorde un peu de respiration à la fin. Mais quoique, si j'y réfléchis, pas des masses. Je trouve que le processus est globalement le même et c'est juste la longueur du temps qu'il y a entre le début et la fin qui change, mais j'ai plutôt des fins qui s'arrêtent, au moment où c'est résolu et qui ne s'attardent pas. J'aime pas trop, les épilogues, qui durent des plombes, qui racontent, comment, tous les personnages vivent heureux après la fin. Ça m'intéresse pas des masses, ni en tant que lectrice, ni en tant qu'autrice. Donc je pense que j'arrête souvent mes fins à peu près au même moment, quelle que soit la taille du texte. Bon, ça prend 2 pages, pour, un texte long, ça prend 2 paragraphes pour un texte court, mais la dynamique de fin est la même, je pense. OK. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore une fin qui t'obsède, à laquelle tu penses, la nuit ou pas? Ou Qui pas, m'obsède. ça peut être une des tiennes, ça peut être une des tiennes. Mes fins, non, parce qu'une fois que je les ai écrits, j'arrive à passer à autre chose quand même. Enfin, une fois que j'ai réussi à finir le travail de texte. Mais, une fin d'un livre qui m'a marquée très fortement et que je ne peux pas oublier, c'est la fin de roman 93 de Victor Hugo, que j'ai lu quand j'étais en première. C'était au programme. Lecture obligatoire, c'est quand même pas gagné que ça plaise, parce que on aime rarement être dicté, ce qu'on doit aimer lire et cetera. Mais enfin, j'étais quand même une élève qui aimait bien les devoirs, donc ça a fonctionné pour moi. Et puis, je me souviens, oh là là, c'était un scandale à l'époque. Enfin, moi, ça m'avait scandalisée. En première, ils nous avaient fait lire, 93, mais comme le livre était un peu long et un peu, costaud, ils nous avaient mis au programme la version abrégée. Et alors, scandale. Moi, je trouvais ça terrible. Donc, rébellion, à mon échelle, je m'achète le bouquin, version intégrale et je lis le truc en version intégrale. Et je pars en vacances, pendant que je lis le bouquin. Je finis le bouquin et je me souviens très bien de ces dernières pages, de ces dernières lignes. Alors, je sais pas si je peux spoiler, c'est un livre qui a quand même quelques années, dirons-nous. Donc, bon, pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, zappez de 1 minute. À la toute fin, les 2 personnages principaux du texte meurent, l'un en étant, guillotiné, il me semble, et l'autre en se tirant une balle, au même moment. Et la phrase de fin, c'est: «Leurs 2 âmes, s'envolent en même temps». Enfin, il y a un truc, bien mieux dit, parce que c'est Victor Hugo, que j'aime beaucoup par ailleurs. J'aime beaucoup tous les textes que j'ai lus de lui. Et ce moment-là du texte où ça l'histoire se termine, les personnages meurent, de façon un peu tragique. Et puis j'avais 15 ans. Faut se dire que quand même à cet âge-là, on vit les choses avec une certaine intensité. Ça m'a ouais, ça m'a coupé le souffle et après je me suis effondrée en larmes. J'ai pleuré 15 minutes, non-stop, sur des personnages que j'avais juste rencontrés dans un livre. Mais c'était tragique, c'était vraiment un deuil, très fort ce moment-là. Donc je m'en rappelle encore parce que voilà, ça c'est très marquant et c'est probablement l'exquipit le plus marquant que j'ai lu, de ma vie de lectrice. Il y en a eu d'autres, hein, mais qui m'est mise dans un état physique tel, ouais, c'est le plus fort. Je recommande par ailleurs la lecture de ce roman qui est très beau. Je sais pas s'il y a des gens qui lisent les versions abrégées avec plaisir, mais lisez la version intégrale, c'est clairement enfin, voilà, il faut lire la version intégrale. Et je pense qu'on pourrait presque dire que, cette fin tragique, ben, c'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui, tu des fins du monde avec, autant de sensibilité et de talent.
Je sais pas quoi dire aux compliments, donc je vais pas répondre à cette partie-là. Mais, mais est-ce que j'écris des fins du monde à cause de Victor Hugo? Ça, c'est possible, il faut que je travaille la question. En tout cas, Victor Hugo fait partie de mes auteurs de référence. La lecture des textes de Victor Hugo, celui-là, il y a Les Travailleurs de la mer, que j'ai lu beaucoup plus récemment, qui m'a vraiment soufflé aussi, ou Notre-Dame de Paris. C'est des lectures marquantes dans ma vie. Ou Les derniers jours, non, Les derniers jours d'un Le condamné. dernier jour d'un Ça, c'est condamné. le premier que j'ai lu de Victor Hugo. Mm. C'est ça. Oh, celui-là, il est Il est extrêmement fort. fort. Je suis en train de le relire là, donc ouais, il est très Ah oui, oui. fort. Enfin, voilà, je recommande tous les textes de Victor Hugo, c'est facile comme recommandation. On n'est pas encore aux recommandations, Oui, pardon. ça va venir. Donc là, on arrive au moment de l'épilogue, et c'est un moment où j'ai décidé de parler des teams et des recommandations, donc justement. Donc j'ai presque envie de sauter la question, est-ce que t'es team Inkipit ou team Excipit? Parce que la réponse, Voilà. je pense, va être team Excipit. Oui, évidemment. J'ai une question qui est encore plus importante que celle-là. Est-ce que t'es plutôt team chat ou team chien? Et ça peut être, j'accepte, que tu prennes un autre animal. Ça peut être team baleine, team abeille. Alors, j'ai un chat et un chien à la maison. Et donc, si je choisis, ça Ça va serait, faire ça, des... ça serait un crève-cœur. Enfin, je peux pas faire ça. Je les aime d'amour, toutes les deux, autant l'une que l'autre, même s'il y en a une des deux qui me pose plus de difficultés que l'autre. Et je dirais pas laquelle. Et donc je ne peux pas être team chien ou chat. Je serais plutôt. J'y réfléchis parce que c'était une question quand même importante. Il fallait que j'anticipe. Et je pense que je suis team loutre. Et je peux expliquer pourquoi. Explique pourquoi. Parce que ça me semble important quand même, team loutre. Parce que déjà, de un, c'est adorable. Vraiment, argument numéro un. Toute personne qui a déjà vu une loutre peut le constater. C'est vraiment adorable. Argument numéro 2, c'est hyper drôle. Ça joue tout le temps. Enfin, c'est vraiment, c'est génial. Argument numéro 3, quand j'ai appris à lire, quand j'étais petite, quand j'étais en CP, j'avais un livre à la maison pour apprendre à lire et remplir, apprendre à écrire aussi. Et c'était des loutres qui vivaient des tas d'aventures. Et donc voilà, ça a marqué mon entrée dans la lecture. Et argument numéro, je pense que j'en suis au quatrième, j'ai découvert, comme plein de gens sur Internet, un truc fabuleux, c'est que les loutres, quand elles dorment, pour pas se perdre l'une et l'autre, quand elles sont, parce qu'elles, c'est des animaux sociaux, elles dorment accrochées, leurs petits bras l'un sur l'autre, sur le dos, comme ça. Enfin, j'imite la loutre, là, ça se voit pas à l'audio, mais vous pouvez imaginer comme vous voulez. Et voilà, et s'il n'y a pas un truc extrêmement craquant, enfin, c'est vraiment, voilà, c'est adorable. Et en plus d'être adorable, c'est quand même symboliquement trop chouette parce que ça veut dire que c'est des animaux qui savent que c'est hyper important d'être les uns avec les autres et qu'on ne survit pas quand on est tout seul. Et donc même quand on dort, faut rester accroché à ses copains. Et ça quand même, voilà. Je peux pas ne pas aimer ça. Je suis d'accord, ce sont des bons arguments. Ce sont des bons arguments. Est-ce que tu aurais une recommandation de lecture pour la team loutre? Eh ben oui, pour la team Loutre, je recommande Le Rivage des Intouchables de Francis Berthelot, qui est un superbe roman de science-fiction ou fantasy, je ne saurais même pas dans quelle catégorie on le met, que j'ai lu il y a quelques années et qui parle quand même de la question de l'altérité et de comment on est les uns avec les autres et comment c'est important de tenir la main de sa copine ou de son copain loutre à travers les difficultés. Donc voilà, c'est ma recommandation pour les loutres. Et puis pour tous les autres, parce que quand même c'est un super roman. Ça marche. Et est-ce que tu aurais d'autres recommandations? Alors j'ai une recommandation pour les gens qui veulent faire des insomnies, parce qu'il y a des gens qui peut-être ont envie de faire une insomnie, ça se programme, on ne sait jamais. Des gens qui n'ont pas d'enfants? Oui, ah oui, ceux-là, les chanceux, ils peuvent faire des insomnies. Ouais, souvent, ils ont un travail, donc ils peuvent pas, mais enfin bon. Dans ce cas, je recommande Scholomance, la trilogie de Naomi Novik. Donc, je parlais de l'autrice tout à l'heure, et j'ai adoré. Enfin, moi, ça fait partie des lectures récentes qui m'ont happée. Donc, de les premières pages, c'est une trilogie, c'est une série de romans. J'aurais probablement adoré aussi à l'adolescence, donc je pense que ça se prête à des lectures de probablement 15 à 99 ans et plus. Et je sais pas ce qui est si fort dans son écriture, mais voilà, on se retrouve happé dans cette histoire d'une nana qui va dans une école pour apprendre la magie, mais, mais on n'est pas du tout dans une école de magie où tout est beau, on est dans une école de magie où en fait il y a des monstres à tous les coins de placard et on est en danger tout le temps. Et c'est fabuleux, c'est plein d'humour noir et c'est hyper prenant. Enfin voilà, c'est ma recommandation si quelqu'un veut lire un livre au début de sa soirée et ne pas le lâcher jusqu'au lendemain matin, il faut lire Scholomance. Ça marche. J'ai une autre recommandation, ce serait pour quelqu'un qui voudrait découvrir la lecture audio, parce que quand même la lecture audio c'est trop chouette. Moi, j'ai découvert depuis que je prends la voiture
de nombreuses heures, notamment sur mes trajets, travail et où je peux pas faire grand chose d'autre que d'écouter soit la radio, soit, autre chose et ben, autre chose, c'est devenu les livres audio et j'ai découvert sur le tard Germinal de Émile Zola. Je l'avais pas lu avant pour plein de raisons, différentes. J'étais passée à côté et en fait, en livre audio, c'est super. C'est incroyable. On est pris dans les mines, on est à fond dans les enfin vraiment, je saurais pas rendre justice au texte en parlant plus que ça. Si vous avez pas déjà lu Germinal en papier, vous pouvez le lire en audiolivre, c'est extraordinaire. Et c'est quel narrateur du coup, tu sais? Parce que je Alors pense qu'il là, doit y avoir beaucoup de narrateurs sur ce livre qui aujourd'hui est dans le domaine public. je peux retrouver Mais je pense que toutes les interprétations de Germinal ne se valent pas. c'est possible. Là, c'est lu par Éric Herson Macarel. J'espère que je le prononce bien. En tout cas, moi, j'ai adoré sa lecture du texte. Après, j'écoute en lecture, accélérée, donc je n'ai pas sa voix avec sa prosodie, habituelle, en vitesse 1, mais en accéléré, ça marche très bien. Ça marche, bah, c'est bien noté. Donc on arrive au mot de la fin et pour pas se quitter trop, abruptement, pour recréer justement cet épilogue, très long sur, la fin des personnages, leurs histoires et cetera. Je voulais savoir s'il y avait quelque chose qui t'accompagnait en ce moment, un truc, enfin ça peut vraiment être n'importe quoi, ça peut être une citation littéraire, ça peut être une chanson, une série, une réplique de film, vraiment n'importe quoi. Il y a un truc qui m'a bien marqué ces derniers temps et qui m'accompagne beaucoup. J'ai écouté une interview de Patrick Chamoiseau sur France Culture, il y a quelques mois. Alors, il y en a plusieurs, je sais plus laquelle c'était et je pense peut-être qu'il répète ces propos-là dans d'autres interviews et puis il est très intéressant, à écouter de toute façon et dans cette interview, il parlait de la différence entre le récit et la narration et lui, il disait qu'il fallait sortir du récit pour aller vers la narration et moi ça m'a parlé. Donc sortir du récit pour aller vers la narration, lui, il parle d'offrir la puissance des complexités face au récit simpliste. Alors il en parlait dans un cadre un peu politique, sortir de la façon dont on a de raconter l'histoire sous un seul angle, un seul récit et offrir quelque chose de plus large, de plus complexe, de plus nuancé et en faisant le lien avec la poésie, et l'ouverture que ça peut représenter, au monde. Voilà, c'est pas tout à fait une citation, mais c'est quelque chose qui était dans cette interview, d'une idée, d'une façon de voir le monde ouais, qui m'a bien marquée et je pense qui a influencé en partie, ma façon mon rapport à l'écriture ces derniers mois et je pense qu'il laissera trace. Donc voilà. OK, bah, je note. C'est rigolo parce que cette citation, je trouve que ça reflète aussi, plutôt bien ton métier et ce que tu fais au quotidien. D'écouter les histoires des gens et puis en fait de sortir de cette «simple» entre guillemets «histoire» pour la transformer et la donner à voir d'une manière différente. Oui, mais probablement que ça résonne à plusieurs niveaux chez moi cette question-là, mais avec l'idée, je trouvais que je m'étais jamais posé la question de ce que ça représente la différence entre récit et narration et le fait qu'il propose comme ça de distinguer les choses et d'ouvrir plutôt vers la narration, de sortir du récit, linéaire et uniforme, ça je trouvais que ça hyper enrichissant comme idée et donc ça résonne avec, mon travail, ça résonne avec, mon travail, de psychologue, mais aussi d'autrice et puis aussi avec ce que c'est d'être, un être humain dans la société, enfin aussi. Tout à fait. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais rajouter, quelque chose que tu voudrais dire, aux poditorices? Oui, on a parlé tout à l'heure du fait que j'écris depuis longtemps. J'écris depuis, mes 13 ans. Je publie depuis, seulement quelques années, ça depuis 2020 et moi j'écoutais beaucoup les interviews d'auteurs et j'écoutais beaucoup les parcours d'auteurs quand j'étais jeune et je les écoute encore aujourd'hui, en fait, si je suis tout à fait honnête, ça m'intéresse et je me suis beaucoup dit que j'étais en retard, que j'y arriverais jamais, que publier c'était un truc dont je rêvais, depuis longtemps et que ça me semblait, presque inaccessible tellement c'était, une succession d'échecs parce qu'il faut quand même le dire, moi j'ai envoyé mes manuscrits à partir de mes 13-14 ans. Autant vous dire que Flammarion m'a dit non, c'était une grande tragédie et Flammarion entre autres et voilà, j'ai beaucoup échoué en fait, avant de réussir à faire 2-3 trucs dont je peux être plutôt fière aujourd'hui et donc je me dis que s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont dans ce processus-là, qui en sont à des étapes où ils ont l'impression qu'ils sont loin du but, j'ai envie de rappeler que ça prend du temps parce que voilà, moi j'ai plus de 20 ans d'écriture derrière moi et j'espère, que j'ai encore plus de 20 ans d'écriture devant moi
et je peux dire que je suis contente de ce que j'ai fait pour l'instant parce que vraiment il y a des textes dont je suis fière et je trouve que l'écriture de nouvelles, c'est hyper épanouissant et que ça m'a apporté plein de choses et qu'il me reste plein de choses encore à écrire et à publier, j'espère. Mais ouais, j'aurais envie de dire ça, que c'est long et qu'il faut pas désespérer. En fait, c'est le fait de travailler et de continuer à s'y mettre qui fait que ça finit par fonctionner, et qu'on finit par trouver son chemin. C'est pas immédiat, c'est pas rapide, alors il y en a, hein, pour qui c'est plus rapide que pour d'autres, mais ceux-là, ils sont exaspérants et on n'a qu'à pas leur parler. Enfin, je veux dire, c'est plus simple. Oui, bon, ce qui est terrible, c'est qu'il y en a qui sont sympas dans ces gens-là, donc bon, faut leur pardonner le fait qu'ils aient réussi facilement. Mais pour tous les autres, pour tous ceux pour qui ça prend du temps, je trouve qu'il faut se rappeler que c'est pas grave, qu'en plus c'est enrichissant que ça prenne du temps. Parce que heureusement que personne n'a publié mon roman de mes 14 ans et heureusement que personne n'a publié celui que j'ai écrit juste après, qui était mieux, hein, mais qui était pas encore top, hein. Heureusement qu'on a refusé de publier des choses qui étaient pas prêtes à être publiées et heureusement que ça m'a poussée à améliorer et heureusement qu'on continue à me dire quand j'écris des trucs nuls pour que j'écrive des trucs un peu moins nuls et que ce soit de moins en moins nul et de mieux en mieux, j'espère. Bah, pour reprendre l'image de l'archéologue dont tu nous parlais tout à l'heure, je trouve que l'image colle tout à fait à ça. Un archéologue, en fait, ça cherche et ça n'arrête pas de chercher. Et ça s'arrête pas au milieu d'une fouille, parce qu'en fait, si ça se trouve, l'objet, le Graal que cherche l'archéologue, bah, se trouve juste en dessous, quoi, à 2 coups de pinceau. Et bah, dommage, Bah ouais, on s'est arrêté juste avant. ça serait dommage quand même. Faut pas s'arrêter du coup. Voilà, le tips, ne jamais s'arrêter. Même si ça fait mal et si c'est pénible et on a le droit de dire qu'écrire c'est nul parce que c'est pas parce que écrire c'est nul que écrire c'est pas cool aussi. Bah, merci beaucoup pour ce joli mot final, pour tout cet échange. J'ai vraiment passé un super moment Merci à toi. et c'est pas tout à fait terminé puisque, j'ai d'autres questions à te poser, mais des questions, plus axées sur, en particulier, ta dernière nouvelle, la nouvelle qui va sortir dans la collection flash fiction, de Luftanger. Donc, ça spoilera un tout petit peu. Rendez-vous dans le lien en description du podcast ou alors vous pouvez nous demander le lien à Mina ou à moi sur les réseaux, l'internet en général et on vous le donnera avec plaisir. Donc Mina, je te dis à tout de suite, À très vite. à tous les autres, à très bientôt également ou à la semaine prochaine. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Pour celles et ceux qui en veulent plus, je vous donne rendez-vous sur le site internet d'Inky et Pete ou sur les réseaux en message privé pour récupérer le lien de l'épisode spécial Mina Jacobson se livre encore plus. Je mettrai aussi le lien dans la description du podcast. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous et à laisser une note ou un commentaire. À très vite.